Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous, excellente matinée, très heureuse en tout cas à chaque fois de vous accompagner durant 1h30 d'émission avec nos rubriques, nos invités, et surtout des thématiques très intéressantes. Aujourd'hui, nous sommes donc le jeudi 24 février pour tous les Algériens. Le 24 février, c'est une date très importante. Nous allons parler de la nationalisation des hydrocarbures avec notre invité, spécialiste, journaliste qui s'est intéressé à cette question. Nous allons débattre avec lui autour donc de la nationalisation, surtout parler des coulisses, comment ça s'est fait, toute l'histoire bien sûr reviendra à travers son enquête. Nous aurons également Hassan Ara parmi nous pour le côté histoire aussi, c'est la création aussi de l'UGTA, l'Union des travailleurs algériens bien sûr, l'Union générale des travailleurs algériens. Nous allons beaucoup revenir sur ces dates historiques et parler aussi des enjeux aujourd'hui dans la course bien sûr à l'économie du pays. Nous aurons également à parler aussi littérature avec Djaoudet Gessouma comme chaque jeudi matin. Il est parmi nous, il nous offrira un beau voyage à travers la littérature. Une grande dame qui a consacré toute sa vie dans le monde associatif. Elle a donc créé beaucoup de choses dans cette chaîne donc de solidarité. Elle continue à le faire pour les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, il fera un gros plan sur son ouvrage avec Madame donc Khoudri qui sera à l'honneur à travers son ouvrage. Et puis, on fera aussi un gros plan à cet amoureux de la Casbah. Il s'agit donc de Momo, lui qui était un homme aussi exceptionnel, qui ne connaissait pas Momo quand il s'agissait de parler de la Casbah. En tout cas, tout ceci va être donc exploré et bien sûr étalé à travers donc le discours de notre ami Djaoudet Gessouma tout à l'heure. Voilà, et nous aurons également à parler de la formation professionnelle dans le domaine de la santé. Nous allons beaucoup parler donc de la santé et de la formation. L'hygiène hospitalière, c'est très important en temps de Covid. Il y a eu toute une rencontre autour de cela avec la formation professionnelle et des médecins, des chirurgiens dentistes qui ont travaillé dans ce sens pour former le personnel médical. On terminera pour parler donc cette fois-ci, ça va intéresser les artistes et oui, vous savez, à partir donc d'aujourd'hui, une plateforme va être mise en ligne bien sûr pour aider les artistes à bénéficier en tout cas davantage sur la toile, une plateforme digitale consacrée aux artistes pour leur permettre de faire du business. Et oui, on va en savoir plus tout à l'heure. En tout cas, une rencontre sera en ligne organisée à partir de samedi prochain en collaboration avec l'agence de rayonnement culturel et le British Council. Tout à l'heure, nous aurons nos invités pour en parler en détail et nous expliquer l'importance de prendre rendez-vous pour la journée du samedi. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez apprécier en tout cas ce moment en notre compagnie, en tout cas 1h30 d'émission avec donc des reportages, de la musique et la météo. C'est très important dans un tout petit moment. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Elle est parmi nous, comme chaque mercredi et jeudi matin et mardi. Je l'oublie parce que je ne suis pas parmi vous. Oui. Alors, la météo, le rendez-vous, ça va être voilé aujourd'hui. Ouais. Bon, qui dit voilé dit que ça va, il va faire chaud. Oui, un tout petit peu, oui, mais plus à l'ouest. D'accord. Voilà. On vous écoute, Emel. Merci, Emel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel se montrera plutôt voilé sur les régions de l'ouest, le centre, également l'est, excepté quelques brumes en ce début de matinée près des côtes est. Puis le ciel restera partiellement voilé tout au long de la journée, mais le ciel se voilera progressivement, mais en soirée sur l'ouest et le centre. La moitié sud, le temps restera localement nuageux. Sur le sud-ouest, le Sahara central et le Nord-Sahara, avec possibilité de quelques pluies vers la région de Tindouf et Béchar. Ailleurs, rien à signaler. Le soleil va prédominer avec toutefois des semaines de sable sur Tindouf et tout au long des frontières algéro-maliennes et le Sahara central. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt élevées vers l'ouest avec un maximum de 25 degrés du côté d'Oran, 24 à Tlemcen, également Tiaret et Tizi Ouzou, 21 à Alger, 20 degrés à Annaba, 23 du côté de Constantine, 21 à Tébessa, également Djelfa, 22 Batna, 20 degrés à Al-Bayod, au sud 22 degrés Biskra, Gardaya, 24 à Béchar, également Janet, 25 à Elizi, 29 à Drarin Salah, 28 à Tamanrasset et enfin 35 à 36 degrés vers l'extrême sud.
La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières. Les vents souffleront entre 20 et 10 et 20 km/h sur les côtes ouest et les vents seront variables. 20 à 30 sur les côtes centre et les vents seront de secteur ouest à sud-ouest. Et 20 à 40 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur est à sud-est. Voilà, on termine maintenant le bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 18h37 minutes. Et pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, encore une fois, donc on voit que les pluies ne sont pas au rendez-vous. Peut-être demain, on verra. D'accord. On verra, l'espère en tout cas parce que c'est un phénomène un petit peu généralisé. Dans le sud de l'Europe, c'est pareil. Il y a une sécheresse qui inquiète. Qui bloque tout. Il y a une sécheresse qui inquiète terriblement les agriculteurs. Surtout, donc nous-mêmes, on n'est pas... voilà. On est concernés, nous On aussi. n'est pas à l'abri. Exactement. Donc, on vous dit bonne journée. Également, Abel. Bon week-end pour Merci. demain. Et puis, suivez-nous parce que tout à l'heure, ça va peut-être vous intéresser. On ne sait jamais que vous Je serai à la changiez de régie. secteur. Vous allez peut-être un jour devenir artiste, chanteuse. Point d'autre. Cheba Amel, peut-être un jour. Oh, je crois pas, non. Avec juste un micro et l'affaire est faite. Voilà, apparemment. Tout à l'heure, vous allez suivre avec bien sûr le dernier plateau, cette plateforme consacrée bien sûr aux artistes. C'est très important, ça va leur permettre aussi donc de s'épanouir et aussi profiter des avantages donc du numérique et surtout de la plateforme. Tant mieux, C'est tant mieux important pour eux, oui. Surtout Voilà. pendant la Et en période du question Covid, de hein. droit d'auteur, vous allez en savoir plus tout à l'heure. D'accord. Merci Amel. C'est moi. Bonne journée. Merci également. Allez, on va vous laisser repartir avec une belle chanson. Avec Amin plaisir. Djmel, lui qui avait chanté cette belle chanson qui a fait le tour du monde, en tout cas qui a beaucoup impressionné. Et là, qui chante, qui s'intitule Gouloulou. Non Non Gouloulha. Gouloula, pardon. Pardon, pourtant elle va bien briller. Gouloula. Voilà, c'est ça. Allez, on vous laisse l'apprécier. On se retrouve juste après. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette belle chanson. Et on l'accueille comme il se doit. Chaque jeudi matin, vous avez rendez-vous avec Djaoudet Gessouma. Il nous fait découvrir des ouvrages, il nous emmène dans son monde et surtout le monde de nos auteurs. Bonjour Djaoudet. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alhamdoulilah. Aujourd'hui, 2 coups de cœur. Oui, 2 coups de cœur assez originaux et Ouais. qui sortent vraiment de l'ordinaire, donc que nous ont présenté les éditions Rafa. Donc on remercie Rachid Bouzid qui est un de ces infatigables justement Ah oui, un de cœur passionné, de sens, un passionné un de la accompagnateur, un littérature. guide voilà, qui a édité. Et donc 2 expériences humaines vraiment formidables. Il y en a une qui est ancrée vraiment dans la réalité, qui est Yamina Khoudari, qui nous a produit un livre sur un incroyable récit de vie, un parcours de vie autour des jeunes handicapés, les jeunes aveugles particulièrement. Et ensuite, elle a vraiment élargi son champ d'action. Et avec une incroyable aventure. Et la deuxième, c'est Moumou, qui suit l'amour de lumière, où il y a des questionnements métaphysiques posés sur Le personnage. dans les années 50, voilà, dans lequel il se positionne par rapport à sa spiritualité, sa réflexion. Et il endosse l'islam, le soufisme, le christianisme, tout ça. Il va nous emmener dans un C'est un voyage philosophe. incroyable. C'était Voilà. un philosophe. Donc le premier en honneur aux dames, donc Yamina Khoudri, qui nous présente Honte à ceux qui séparent les épines des roses. Derrière ce titre poétique se cache quand même une aventure très douloureuse, très forte, très Un puissante. combat. C'est un combat parce que, bon, donc Yamina Khoudri est une dame qu'on a rencontrée encore de parcours quand nous étions, c'est-à-dire étudiants, artistes au Beaux-Arts. C'est une militante infatigable. Une du des mouvement premières associatif, présidentes oui, d'association. dans les Elle années- s'est battue à la pour fin avoir des années son association. 80 quand même, oui. C'est ça. Elle avait un poste assez important à l'époque, ce qui lui permettait d'ouvrir quelques portes. Mais en réalité, elle a réussi à créer des choses. Donc l'Association nationale de loisirs et culture pour tous, qui était une association qui devait ouvrir le champ culturel et social
aux handicapés et surtout particulièrement aux handicapés non-voyants. Les jeunes, donc elle avait fait beaucoup de choses, on a même fait des actions, je me souviens, dans cette école de Heda, juste en descendant en deçà de l'ambassade d'Égypte. Il y a un lieu d'ailleurs qui est aujourd'hui une école de jeunes handicapés. Et c'est une justice rendu parce que ce lieu est resté quand même consacré aux jeunes handicapés et c'est tant mieux. Cette dame a vraiment intégré le côté social et le côté culturel en même temps. Et donc, elle s'est dit, on va ouvrir le champ à toutes les activités culturelles. Et elle a réussi parce qu'elle avait organisé aussi des voyages. Elle a organisé des voyages. On a même fait des actions on a fait des actions de peinture avec les non-voyants. C'est vous dire que pour valoriser la culture algérienne. Il y a eu, par exemple, on a fait la décoration, je me souviens, de la salle Ibn Khaldoun pour une action, justement, le 14 mars. C'était dans les années 90, au début des années 90. Et donc, c'était une personne infatigable qui avait qui a toujours. Oui, parce qu'on la salue, elle nous regarde, elle nous suit régulièrement. Donc, elle continue à l'être, en tout cas. Voilà, donc je ne spoilerai pas, vous avez plus de détails que moi, je vais probablement faire des... Elle continue à être une passerelle d'ailleurs avec le pays, donc elle a organisé beaucoup de choses, elle a créé une association, à un certain moment elle a eu ras-le-bol de tous ces requins qui voulaient prendre son local pour en faire, je crois, un parking, je me souviens, d'un combat vraiment formidable. Et tout le récit de ce combat de A à Z est raconté dans cet ouvrage, Honte à ceux qui séparent les épines des roses. Et c'est un livre vraiment formidable, parce que quand vous allez le lire, vous allez croire que c'est un roman imaginé avec des notes de récit, des étapes de vie, des interventions de chefs de gouvernement, d'autres de requins obscurs. C'est vraiment un thriller, alors que tout à fait, elle ne baissait pas les bras. Authentiquement vrai, daté, répertorié. Et puis vous avez les anecdotes de ces jeunes non-voyants, des anecdotes fulgurantes, humoristiques, rigolotes, qui viennent un peu humaniser le récit, lui donner un peu de souplesse. Et c'est vraiment une aventure de vie vraiment à lire. Ce qui est formidable, c'est que justement, elle a gardé contact avec certains de ses élèves qui sont devenus aujourd'hui les malvoyants, les non-voyants, qui ont aujourd'hui des carrières, de belles carrières. Elle continue à entretenir de belles relations. C'est une aventure qui continue. Et il n'était pas interdit qu'elle reste en contact. D'ailleurs, à un certain moment, il y a une évolution où ces jeunes non-voyants seront un peu dispatchés à l'Achour, les autres voyeront dans d'autres structures spécialisées, tout ça. Et donc, elle est restée un peu sur ce chemin de vie qui va la mener vers l'action culturelle, elle, même si elle est allée outre-mer. Vraiment par un ras-le-bol infernal. Et donc là, elle va continuer à bouger. D'ailleurs, elle va créer elle part d'architecture traditionnelle, du Mzab, des Touaregs. Elle organise le salon du livre à Alger, Auvergnat, à Clermont-Ferrand, où on rassemble des conférenciers, des auteurs, Algérie, Auvergne, toutes ces choses-là. Et elle reste cette passerelle, elle reste solidaire, toujours avec son Algérie de cœur et de naissance, quoi. Et tout ça, et voilà. Et donc, Yamina Khodri est une de ces héroïnes c'est héroïne. Oui. Ça fait rien. L'important, c'est que c'est vraiment une héroïne de personne qui a dimension humaine. Elle a démissionné du cabinet du Wali à l'époque du gouverneur d'Alger, où elle est restée quand même longtemps, et elle a démissionné consciemment, malgré le refus de son supérieur, de ses responsables, et elle a continué à activer et à rester cette Algérienne
formidable, qui a fait ton, voilà. Et qui continue, parce que nous, on continue à la recevoir sur nos plateaux. À chaque fois, elle avait organisé donc, les classes d'eau, elle avait organisé aussi les voyages, aussi dans le sud du pays, toujours avec la communauté. Elle a ouvert le champ culturel à des personnes auxquelles ce champ était interdit. Et elle a humanisé, si vous voulez, la culture et démocratisé cette culture à son niveau. Hein, mais il y avait quand même beaucoup d'élèves. Moi, je me souviens qu'à la salle Ibn Khaldoun, on avait fait un peu une sorte de déco comme ça. C'était d'ailleurs une action artistique. Et il y avait beaucoup, c'est-à-dire elle réunissait, cristallisait aussi, pas seulement les non-voyants, hein, mais tous ceux qui avaient des besoins spécifiques, elle arrivait à vraiment cristalliser. Elle avait une sorte de petit pouvoir à l'époque dans la wilaya qui lui permettait de ça. Et donc avec son humanisme et sa grande force, voilà, son audace aussi, elle a su frapper sur des portes et les ouvrir, aux bonnes portes et les ouvrir, malgré des aventures vraiment interlopes dans laquelle des fractions, si vous voulez, de l'Algérie suspectes voulaient vraiment lui casser, faire des embûches, et elle a surmonté. Donc c'est vraiment une école de la résilience, cette dame, est vraiment qui mérite tous les hommages. On la salue parce que j'espère qu'elle sera bientôt parmi nous. Et un récit très bien mené d'ailleurs. En mars, justement, elle reviendrait pour cette action. Voilà, avec un récit où elle pourra peut-être nous expliquer certaines. Tout à fait. Et ce qu'il faut dire, c'est que tous ceux qui achèteront ce livre, une partie bien sûr de la recette ira pour l'achat d'imprimantes pour les non-voyants. En braille, je pense, voilà. Les imprimantes en braille. Voilà, et donc c'est une bonne somme a été récoltée et ça va faire plaisir à tous. Elle a déjà commencé par l'émission d'un thème. Quand je disais tout à l'heure, elle a frappé sur certaines portes. Elle est allée voir une sommité algérienne politique. Elle lui a demandé de lui présenter le gouverneur de la Banque centrale, et il lui a dit, vous voulez faire un hold-up avec l'humour, et il lui a dit, non, je veux faire un timbre. Et elle a fait ce timbre, qui a été signé par Ben Khla, de la Société des Beaux-Arts, et ce timbre a aidé à financer ses actions. Elle a tout le temps auto-financer ses actions. Une fois, je crois, elle a eu 10 000 dinars à l'époque, et elle continue à faire ça. Et donc, c'est vraiment un personnage. On la salue et j'espère qu'elle sera bientôt parmi nous, notamment le 14, Inch'Allah, pour continuer à parler donc, de la journée des personnes en situation de handicap. Et en tout cas, aussi, elle a transmis le virus à toute sa famille, parce que ses enfants aussi l'aident énormément dans le domaine associatif, la solidarité. En tout cas, merci à Madame Khodri. On va continuer. Yamina Khodri, honte à ceux qui séparent les épines des roses, aux éditions Rafar. Et notre aventure de vie un peu plus, disons, un peu plus spirituelle, un peu plus métaphysique, là on est vraiment dans le, dans le métaphysique le plus pur, avec des réflexions de Himoud Brahimi, dit Momo, on ne peut pas dissocier Momo de la Casbah. En ce moment, c'est un peu un retour sur la Casbah avec des questionnements problématiques de première urgence. C'est une urgence qui dure longtemps, depuis longtemps quand même. Mais là, on a la vision un peu de Momo, qui a été une sorte de scribe, de barde, mais qui n'a jamais partagé ce n'est pas négatif ce que je dis, hein. Il n'a jamais passé d'être passé à l'acte d'écrire et de garder, je veux dire. Hein, il a écrit. Il a beaucoup écrit. Comme il a vous beaucoup disiez écrit, tout à l'heure, mais il donnait, distribuait ses poèmes un peu partout, ses aphorismes, ses réflexions. Et là, il y a eu un travail de recherche. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur Momo, notamment Safi, Jamal Aziz. Il y a plein de gens qui ont travaillé sur Momo. Il y en a qui ont fait des analyses même sur sa présence. Tahia Yadidou, il est vraiment là. Il y a une transcription de Mohamed Zinad d'une sorte de poème, Bahjati, qui a été transcrit à l'image, et donc on en dirait que ces paroles, tous ces aphorismes, ces poèmes, et cet amour ça a été incroyable de la Casbah pour le cinéma algérien aussi. Voilà. C'est resté une icône aussi. C'est un acte vraiment fondateur, ce film, sur ce rapport avec la ville. Et là, parce que là, il décline toute la présence. Bon, il a été acteur souvent dans des films, je noterai, je crois,
les pêcheurs du désert, je me souviens Le puisatier du désert. Les puisatiers du désert, où il joue un rôle où c'est quasiment la réalité. Aller chercher de l'eau. Aller chercher, de faire vider le sable d'un puits pour que l'eau rejaillisse. Et tous ces gens de Tahar Hanna, je crois. Oui. Et on l'a empêché dans certains films de jouer parce qu'il était l'indigène qu'il ne fallait pas faire jouer. Et puis je pense que le colon à l'époque n'avait pas trop envie de laisser une personne qui maîtrise la langue, qui maîtrise toutes ces choses-là, qui soit philosophe, qui soit indépendant vraiment dans l'esprit. Et surtout, en parlant du puisatier du désert, le formidable apnéiste qu'il était. Donc, oui, il était un apnéiste. D'ailleurs, 200 vivants. 200 vivants, c'est-à-dire Momo est rentré dans la légende. Moi, je me souviens, on allait faire des documentaires sur la Casbah et tout, et on me racontait le destin de Momo, et je mourais de rire, parce que on disait, oui, il est resté 8 minutes sous l'eau, il faisait la prière, lui, il méditait 2 minutes et demie, 3 minutes. Champion d'apnée, c'est 4 minutes, vraiment grand maximum. Jack Mayol et tout. C'est très difficile. Bon, lui, il était champion d'apnée, on le dit, c'est-à-dire il a été chronométré, et dans la légende, c'est devenu un champion, mais ça n'a jamais été homologué, à vrai dire, parce qu'il ne s'était pas enregistré. C'est presque une légende. Officiel, mais ça devient une légende. Et il a intégré 200 vivants la mythologie, cette mythologie formidable qu'on adore tous. Tout à fait. Et il était un véritable guide de la Casbah, parce que tous ceux qui voulaient rentrer dans la Casbah, il fallait qu'ils passent aussi par Momo, c'est-à-dire que c'était une introduction. C'est-à-dire que c'était, moi, l'impression que j'ai de lui est formidable, parce que je sais pas si c'est mon imagination. Je le voyais, je descends à Zoujaïn, je le retrouve en train de passer. C'est tellement il était mobile justement dans cette case. Jacques Ferrandez, le bédéiste, l'avait rencontré et il l'avait bien sûr. De toute façon, dans les années 80-90, surtout, c'était un peu l'aboutissement d'un certain esprit. Et on le retrouvait partout, dans les débats de la Cinémathèque, il se manifestait, il ne refusait jamais une interview à la radio. C'est un personnage parce qu'on a l'impression d'être devant un ermite très sage, sacré. Lui, vous pouvez vous parler de tout et de rien, et il avait toujours une chose, et jamais ne donnait la leçon. C'est nous qui allions la chercher. Quand je dis nous, c'est-à-dire ceux qui étaient en dehors de lui. Bien sûr. Et donc, Ammar Belkhodja a fait un travail. Ammar Belkhodja a fait. C'est pas le premier livre de Ammar Belkhodja dans lequel il présente Momo, mais là, c'est vraiment une sorte. Il a pris une étape. Donc, qui suis-je? Qui suis-je? Ensuite, le dernier texte, c'est Amour de lumière. Donc, il y a 3 fois qui suis-je, c'est 3 chapitres sous le même. Et là, il se positionne, c'est Hamoud Brahimi qui se positionne par rapport à la religion, par rapport à la métaphysique, par rapport à la spiritualité. Et donc, Ammar Belkhodja fait un formidable travail de compilation de ces textes, et de recherche d'ailleurs, où il est un guide. Un guide, pour une fois, ce n'est pas Momo qui est le guide, mais il est un guide. Ammar Belkhodja, il nous explique un peu les portes d'entrée vers l'univers de Hamoud Brahimi. Et là, il laisse parler Hamoud Brahimi. Donc, ce livre aussi, paru aux éditions Rafar, Rachid Bouzid, aux éditions Rafar, parle de choses, c'est des textes des années 50, à la fin des années 50, qui ont une certaine logique, une certaine chronologie sur et un positionnement spirituel par rapport à beaucoup de choses. Mais il parle même de christianisme, il parle même de choses beaucoup plus spirituelles, du Coran, de sa vision soufie, de l'islam comme pratiqué. Vraiment, il parle de beaucoup de choses philosophiques, intellectuelles. Et c'est vraiment un livre à lire. On comprend la sagesse d'un homme. Exactement. Un exemple, en tout cas, qui a marqué et qui continue toujours à marquer et impressionner beaucoup de générations, ses enfants notamment, qui ont su garder son image. Encore hommage à Mohamed, qui est aussi une sorte d'ascète ermite. Notre collègue aussi, un artiste. Mansour, qui est de tous les orchestres, très bon luthiste, mandoliste. Douja, qui a une école de danse en France, je crois vers Lille, dans les environs de Lille, qui est formidable comme personnage. Voilà. Et puis Saleha, qui est un peu plus discrète. Voilà, donc, nos hommages pour la découverte de cet homme. Donc,
Donc, Himoud Brahimi, Momo, qui suis-je amour de l'humain, présenté par Ammar Belkhodja aux éditions Rafah. Très bien. À lire aussi. Merci pour ces deux coups de cœur, Djaoudet Guessouma. Un beau voyage en tout cas à travers nos auteurs et surtout nos personnages aussi typiques. Allez, on vous dit bonne chance et bonne journée, surtout Merci pour aujourd'hui. Bon week-end et puis on se retrouvera dès jeudi prochain, Inch'Allah. Bon week-end, voilà, à tout le monde. Voilà, on continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce sujet c'est signé Majid Benrassi qui nous fait un gros plan sur la raffinerie, la réhabilitation de la raffinerie d'Alger. On se retrouve juste après. Aux commandes et à la tâche, plus de 1100 travailleurs qui veillent de jour comme de nuit à assurer et garantir la production. Réalisée en 1964, la raffinerie d'Alger a été réhabilitée à 2 reprises, une fois en 2010 et une autre en 2016. Elle produit de l'essence, du gasoil, du kérosène et d'autres dérivés du pétrole destinés au marché national et international. Avec la dernière réhabilitation achevée en 2019, la raffinerie a permis à Sonatrach de ne plus importer du carburant. L'Algérie est passée à l'autosuffisance. Effectivement, on n'importe plus d'essence. On n'importe plus d'essence. Donc, par rapport à la raffinerie d'Alger, on est passé d'un traitement de 2,7 millions de tonnes par an de traitement à 3,650 000 tonnes par an, soit une augmentation quand même qui est assez conséquente de 35%. Et le plus important, c'est la reconversion totale du brut au niveau de la raffinerie d'Alger. C'est-à-dire qu'on est passé d'une production de gasoil de 650 000 à 1 200 000, ce qui est très très important, c'est pratiquement le double, et qu'on ne fabriquait pas d'essence auparavant. Mais maintenant, quand même, avec la nouvelle raffinerie, avec cette réhabilitation, on est passé à une production de 1,3 million de tonnes d'essence et sans plomb. Un défi relevé grâce à un investissement important dans les infrastructures, certes, mais pas seulement. Le plus important encore, c'est la formation de la ressource humaine qui a su prendre le relais du départ des étrangers, surtout en pleine crise de la Covid-19. On a relevé un défi, alhamdoulilah, grâce à l'investissement dans l'homme, c'est-à-dire dans les ressources humaines. On a fait beaucoup de formations à nos éléments. Ils ont fait l'IAP, ils ont fait l'étranger, ils ont fait toutes les raffineries d'Alger, tous les sites de Sonatrach. Donc ça nous a permis de former nos éléments bien avant d'entamer le démarrage de ces unités, ce qui a été très bénéfique parce qu'actuellement, pas actuellement, mais je dirais qu'on a démarré nos unités avec notre personnel. Rejoindre Sonatrach, c'était un rêve qui était presque inaccessible. On croyait qu'il fallait connaître quelqu'un alors que pas du tout. On a juste déposé notre CV, ils nous ont appelé, on a passé notre entretien et tout s'est bien passé. Alors, on a été recruté en 2018. En 2018, je suis de cursus universitaire, j'ai un master en raffinage et pétrochimie. Puis, en intégrant la Sonatrach, ils nous ont formés à l'IAP de Arzew. J'ai rejoint Sonatrach en 2015. Ils ont publié un concours national, IAP. Donc on a passé le concours, et alhamdoulilah, Vous avez réussi. J'ai réussi. Vous êtes Maintenant, je suis un technicien d'exploitation consoliste. Le plus grand défi, c'est la mise en service de la raffinerie d'Alger en 2018. C'est 100% algérien, tous des cadres algériens. Et c'est une fierté pour vous. Bien sûr. C'est une fierté. Bien sûr. C'est une grande fierté pour nous. Des compétences exclusivement algériennes que nous avons retrouvées au niveau du laboratoire où 28 techniciens et ingénieurs diplômés des universités et instituts algériens veillent sur le contrôle de la qualité des produits. Le laboratoire, c'est les yeux de la raffinerie. C'est le garant de la qualité. Donc nous sommes un laboratoire qui est certifié et qui est accrédité pour le Jet A1 et de mettre le produit sur le marché national ou bien le marché international. Le point névralgique de la raffinerie reste la salle de contrôle centrale. Tout est géré, observé et commandé à partir de cette salle, depuis l'arrivée du pétrole brut jusqu'à la sortie des produits finis. Il y a plus de 22 personnes qui travaillent jour et nuit en continuité, jour férié, non-stop. C'est un travail 24 sur 24. Ils suivent à part l'arrivée de brut, dès son arrivée à son traitement, dès le début du traitement jusqu'à le départ
Plus de 50 ans après la nationalisation des hydrocarbures, la raffinerie de Siderzine reste l'autre fleuron de l'industrie pétrolière algérienne. Voilà, toute une fierté pour tous les Algériens et les travailleurs algériens, bien sûr. Dès la nationalisation, bien sûr, des hydrocarbures, les Algériens étaient là, ont repris le flambeau. Nous allons beaucoup en parler ce matin pour cette double date historique. Le 24 février, c'est la nationalisation des hydrocarbures, mais c'est aussi la création de l'UGTA. Et pour ce faire, nous avons deux invités pour nous parler de ces dates historiques. Bien entendu, Hassan Arab, qui est toujours là parmi nous quand il s'agit d'histoire. Marhaba bik. Merci. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Très bien. Alors, deux dates historiques, on y reviendra surtout à travers des chapitres, c'est très important. Et un journaliste parmi nous, Sami Kaidi. Bonjour, Kaidi. Exactement. Bienvenue parmi nous. Vous êtes journaliste au quotidien Al Moudjahid. Exactement. Vous avez vous êtes consacré toujours à la rubrique nationale et économique, c'est cela? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et effectivement, le quotidien Al Moudjahid a toujours accompagné cette épopée nationale. C'est ça. Si et vous en parlez avec beaucoup d'engouement, de fierté, parce que vous avez fait un travail de recherche et vous avez travaillé sur les coulisses de cette nationalisation. Exactement. Parce il y a eu un avant et cette décision n'est pas tombée du ciel, elle a été longuement préparée et mûrement réfléchie. Exactement. Et nous allons parler aussi de la création de l'UGTA. Alors là, c'est une partie histoire qu'on va vous laisser nous décortiquer, n'est-ce pas, Hassan Arab? Oui, nous sommes en 1956. 1956, c'était une année importante pour la révolution algérienne d'une manière générale, parce que c'est l'année où nous assistons à la mise en place des structures les plus importantes de la révolution algérienne. Et parmi ces structures, justement, avant le congrès de la Soumam, il fallait assurer l'appui du peuple. Donc, Aben et Ben Khadda à Alger ont décidé de mettre en place les organisations de masse. Et parmi ces organisations de masse, vous avez l'Union générale des travailleurs algériens, mais aussi l'Union générale des commerçants algériens, mais aussi on a essayé également de récupérer et de sensibiliser davantage les scouts, parce que toutes ces organisations de masse, les clubs sportifs également. Alors, revenons à l'Union générale des travailleurs algériens. Nous sommes le 17 février 1956 chez Boualem Boulouiba, donc l'un des fondateurs, des membres fondateurs de la centrale syndicale. Donc il reçoit une visite qu'on lui annonce l'arrivée de deux responsables du FLN chez lui. Donc il s'agissait de Aben et de Ben Khadda. Donc le 17, il va y avoir une réunion chez lui lorsqu'il découvre ces deux responsables qui ont été déposés chez lui par le docteur Pierre Chollet. Il les dépose et puis il repart. Donc ils ont tracé les grandes lignes de la fédération, en présence évidemment de l'un des syndicalistes et des militants les plus en vue, à savoir Aïssat Edir. Donc ils se sont entendus sur le secrétariat national, sur la collégialité qui devait, le principe de collégialité qui devait régir un petit peu le fonctionnement de cette centrale. Et puis le 24 février, on va déposer officiellement les statuts de la centrale syndicale. Malheureusement, le premier secrétariat sera arrêté. Donc tous les membres du secrétariat national pratiquement ont été arrêtés. Et le deuxième secrétariat, le troisième, etc. On est en 1956. Et le 26 juin, je pense, le siège de l'UGTA a été plastiqué par l'armée française. Et quelques jours plus tard, ils vont élire domicile au siège, aux 2 rue de Chartres. Donc c'était le siège de l'UDMA, donc l'Union démocratique, le parti de Farhat Abbas.
Donc, l'UJTA, pour revenir donc à sa création, parce qu'elle est née dans un contexte où le milieu syndical était dominé par la CGT, donc l'obédience qui était d'obédience communiste. Donc, en quelques mois, en quelques semaines, des îles Feu, Boualem, Bouriba, la plupart des travailleurs, 98% des travailleurs avaient rejoint le l'Union, syndicat, c'est-à-dire des Algériens. Donc, ça a été une victoire. Ça a été une victoire vraiment donc claire. sur le plan national, ils ont réussi rapidement donc à s'imposer. Malgré les intimidations. Ah oui, malgré les intimidations, malgré les arrestations, etc. Mais la prouesse des dirigeants de l'époque, c'est d'avoir négocier au niveau donc international et d'imposer l'IJTA comme seul représentant syndical algérien donc au niveau de la Confédération internationale des syndicats libres qui était la Confédération donc ce qu'on appelle entre guillemets évidemment le monde libre ou bien le monde occidental. Au même moment parce qu'il y avait une rivale à l'IJTA, c'est-à-dire rivale d'obédience messaliste, etc., qui n'a pas pu s'imposer. Donc la victoire, c'est d'abord sur le plan international. Et puis, par la suite, donc, avec les arrestations, notamment l'internement, parce que tous les membres de l'UJTA ont été internés dans les centres de transit, après dans les camps d'internement, notamment Bossuet. Mais le malheureux destin avait frappé notamment Aïssat Idil, qui a été arrêté en 1956. Ensuite, elle a été bien défendue. Acquitté en 1959, il a été arrêté le jour de sa libération par les gendarmes, dirigé donc à un centre d'internement de Bertuta, donc où il sera brûlé au chalumeau. Donc il a été torturé, brûlé au chalumeau. Il y a eu une vague de solidarité avec lui, mais malheureusement, il décède suite à ces brûlures graves en juillet 1959. Et bien sûr, toutes ces personnes qui ont travaillé avec lui pour la réussite donc, de cette union, bien sûr que c'était très important pour prouver aussi que les Algériens étaient libres, même les travailleurs algériens devaient aussi s'affirmer auprès du gouvernement de l'époque. Pour illustrer un petit peu donc cette volonté justement de s'imposer, on raconte que Aïssat Idil à la prison donc de Serkeji pendant la bataille de 8 jours, parce que c'était également important, il a sensibilisé tous les détenus pour faire une grève de la faim pour justement appuyer la grève des 8 jours qui se déroulait dans les grandes villes, notamment à Alger. Donc, et figurez-vous que cette grève de la faim avait réussi, malgré... A marqué, en tout cas, il avait a marqué, été impacté. Oui, parce que l'enjeu à l'époque, c'était clair, c'était montrer que le peuple était aux côtés des responsables du FLN et des responsables de la Révolution. Exactement. Alors on va voir ensemble un reportage de Sophia Chouban qui s'est intéressée justement à cette double date, double anniversaire, la création de l'UJTA et la nationalisation des hydrocarbures. Le pétrole algérien, depuis la découverte de son premier gisement, a fait couler beaucoup d'encre pendant et après la colonisation. L'Algérie, qui voulait dès l'indépendance en 1962 reprendre en main les richesses de son sous-sol, a été contrainte de négocier durement avec la partie française pour acquérir toutes ses parts. En ce qui concerne la souveraineté au Sahara, il ne saurait y avoir d'ambiguïté dès lors que nous serons d'accord pour une politique générale de la coopération entre les deux pays. À cette époque, les autorités algériennes étaient déterminées à aller jusqu'au bout. À cet effet, le 24 février 1971, le défunt président Houari Boumedienne a annoncé publiquement la nationalisation des hydrocarbures. يسرني أن أعلن
وبصفة رسمية باسم الحكومة باسم مجلس الثورة والحكومة أنه ابتداء من اليوم قررنا باش ناخذ 51% من الشركات البترولية الفرنسية. Par la suite, Sonatrach est devenue la société exerçant le monopole de production, de commercialisation et transport des hydrocarbures. Résolue à progresser dans la voie du développement, l'Algérie a formé des milliers de cadres dans le domaine gazier et pétrolier, générant ainsi des ressources humaines à la mesure du défi de la promotion de ce secteur. En évoquant la question humaine, on ne peut occulter la dimension syndicale, dont les prémices du combat mené pendant la révolution algérienne ont abouti en 1956 à la création de l'Union générale des travailleurs algériens. Il a fallu la création du syndicat, la création d'une masse de travailleurs, de militants pour la participation. Le but c'était ça, la participation à la libération. Aïssa Tidir, Abben Ramdan, Hassane Boualem Bourouiba et d'autres militants ont eu le courage d'inscrire le combat syndical sous la houlette du Front de libération nationale. Les structures, on peut dire qu'on est arrivé à les mettre en place à travers ces deux wilayas, l'ancien Oran et Alger. Comme je l'ai dit, je me suis particulièrement dans l'ancien Oran à mettre les structures et non seulement les structures et des structures avec des adhérents. N'en parlons pas du Constantinois parce que je dis pendant ce temps-là, les travailleurs et l'UGTA étaient dirigés par les Moudjahidines et par l'ALN. L'Algérie est fière aujourd'hui de sa souveraineté économique et de son attachement aux valeurs humaines des premières luttes ouvrières, des acquis qui se sont perpétués sur plusieurs générations. Voilà, un hommage à toutes ces personnes qui ont travaillé pour la libération de l'Algérie, toutes ces personnes qui se sont aussi mobilisées, qui ont aussi repris le flambeau, reprendre le flambeau juste à l'indépendance. Eh bien, c'est le cas aussi de nombreux travailleurs algériens, bien sûr, aussi à la nationalisation des hydrocarbures. Ils étaient là, fraîchement aussi diplômés, des jeunes ingénieurs algériens qui ont su reprendre aussi leurs activités et bien sûr remplacer les travailleurs aussi étrangers. Alors pour ce faire, nous allons parler bien sûr de cette date historique du 24 février 1971, une date aussi charnière pour l'Algérie, sur la place aussi de l'Algérie dans le monde aussi étranger, à l'international, qui avait une place aussi déjà très importante, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors le 24 février 1971, soit il y a 51, cher consoeur, oui, a marqué un changement et un bouleversement sur l'échiquier mondial. Eh bien, vous savez, tout le monde connaît la fameuse phrase, le fameux discours du président Houari Boumediene, rahimahullah, qui commence par « Qararna », nous avons décidé. Eh bien, cette phrase a bousculé l'ordre international en ouvrant et en permettant à l'Algérie un immense projet de refonte structurelle des rapports internationaux. Comment? En remettant en question le commerce international des hydrocarbures qui était tout sauf équitable car il était fixé par les majors, donc ces grandes compagnies internationales. Et par ce biais-là, l'Algérie ouvre la porte, comme dans les années 60, au processus de décolonisation, à un processus de décolonisation éminemment économique, en réaffirmant le principe de souveraineté des pays producteurs et en repensant les prix du baril de pétrole. Et c'était une force, hein, parce que c'était les premières étapes post-indépendance. Et c'était des périodes charnières pour, bien sûr, l'autodétermination, bien sûr, d'un peuple. C'est important de prouver au monde entier que le peuple est capable de s'assumer lui-même, être libre et indépendant. Tout à fait. Économiquement, politiquement. C'était un véritable défi. Mais
Où repose le hic, c'est que cette date est trop connue formellement, c'est-à-dire qu'on parle du 24 février, etc. Mais c'était un processus qui était mûrement réfléchi et qui était programmé à l'avance. Donc ça ne tombe pas du ciel, si je puis dire. Et pour cela, il faut rendre un vibrant hommage à ces hommes de l'ombre. Tout d'abord, comme vous avez pu le citer, ces ingénieurs fraîchement diplômés de l'Institut algérien du pétrole qui ont su relever le défi, ou à un moment où sur la scène internationale, on disait que c'était bien beau, ces pays tels que l'Algérie, etc., étaient certes nouvellement indépendants, mais ne pourraient pas relever ce défi de la compétence et du savoir-faire. Que nenni, l'Algérie a réussi à relever ce défi avec brio, avec des jeunes cadres techniciens, ingénieurs dont la moyenne d'âge était somme toute de 24 ans. Voilà. Et d'autres hommes de l'ombre, souvent issus du milieu du renseignement, dont on doit aujourd'hui rendre un vibrant hommage. J'ai en tête les Sherif Gellel, mais aussi Rachid Tebti et Msaoud Zeggar, qui, par tout un réseau d'influence aux États-Unis, en France, etc., ont pu changer la donne et permis au gouvernement algérien de pouvoir relever ce pari. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, le quotidien Al-Moudjahid a mis en ligne très récemment une revue, Politis, qui est disponible sur elmoudjahid.dz, et dont un article revient un peu sur ces hommes de l'ombre, etc., qui ont contribué à changer la donne. Exactement. Alors vous me disiez, donc c'est une revue électronique. Aujourd'hui, on peut retrouver l'ensemble de ces articles et comprendre aussi comment s'est déroulée cette étape charnière aussi pour l'Algérie, pour son statut aussi international. Ça a été un véritable défi. Alors Hassan Arab, c'est une étape aussi très importante pour l'histoire. Très importante. D'ailleurs, les historiens évoquent, quand il s'agit du président Boumediene, il disait qu'il avait réussi là où Mossadegh d'Oran avait complètement échoué. Parce que le défi, c'était de faire face justement à ce qu'on appelle les 7 sœurs. C'est-à-dire, c'était elle qui détenait un petit peu le monopole sur le pétrole, le fonctionnement, c'est-à-dire sur l'économie, sur les prix notamment. Donc c'était fixé, c'était bien avant l'indépendance. Et comme l'Algérie avait déjà connu donc les dossiers qui sont en rapport avec l'exploitation et des hydrocarbures en Algérie, et l'Algérie avait ce dossier bien avant l'indépendance, c'est-à-dire même lors des négociations d'Évian, ils avaient réussi grâce justement à Enrico Mattei, donc à l'italien, d'avoir, et avec l'appui également du roi Idriss de Libye, d'avoir l'ensemble donc des données qui concernent ce dossier. Et c'est sur la base donc de ces premières données que l'Algérie a su négocier après avoir récupéré, comme vous l'avez dit, grâce donc au service de renseignement algérien, récupéré le dossier des bureaux même donc du ministère de l'Industrie française à l'époque, et sur la base de ces données, ils ont su agir pour éviter toute répression, comme c'était le cas en Iran à l'époque. Parce que, pour rebondir sur les propos de M. Arab, il y a un personnage qui est très intéressant, parce qu'on a l'impression qu'il est sorti d'un roman, c'est Rachid Tebti. Ouais. Alors imaginez-vous, c'est le James Bond algérien, boxeur, champion de France de boxe, acteur avec plusieurs rôles de cinéma. On dit que d'ailleurs il a concurrencé Omar Sharif pour un rôle dans Laurence d'Arabie. Étudiant en droit, avocat par la suite. Alors, son rôle est déterminant. Par son intelligence, il a pu contribuer à changer la donne. Comment? Eh bien, il réussit à séduire Béatrice Allega, qui est secrétaire auprès de la direction des affaires économiques et financières du Quai d'Orsay, donc du ministère des Affaires étrangères françaises. Et il réussit, par cette relation, à obtenir des documents classés secret défense. Et par ce biais-là, le gouvernement algérien a une longueur d'avance sur la réaction des Français. Alors,
si on adopte le langage du jeu d'échecs, on peut parler d'échecs et maths. Voilà. Exact. Et ça a été donc de véritables prouesses diplomatiques et surtout aussi des renseignements secrets, bien sûr, qui ont joué un rôle prépondérant, surtout pour la réussite donc, de cette étape. La bataille, c'était le les coulisses. Le recouvrement, parce que c'est une opération qui s'inscrivait à l'époque dans le cadre du recouvrement de la souveraineté nationale sur les secteurs stratégiques. C'est pourquoi on retrouve donc la mobilisation de tous les services, y compris les services de renseignement. C'était de bonne guerre à l'époque. Oui, exactement. Alors cette diplomatie, on la rencontre, parce que vous avez voulu nous raconter l'histoire, mais cette fois-ci les coulisses, les acteurs qui ont fait donc de cette journée une journée historique à travers donc des faits réels, pas comme aujourd'hui, c'est célébré sur tout le territoire national avec une date, avec des noms bien sûr bien clairs. Là, vous allez plus profondément dans les coulisses donc, de cette journée. Tout à fait. Et vous le racontez. Alors, cette journée commence par un avant. C'est-à-dire qu'en 1963, il y a eu le processus de création de la Sonatrach qui s'est poursuivi en 1965 par la création du fameux Institut algérien du pétrole, dont une succursale ouvre une année plus tard, en 1966, à Hassim Saoud, donc dans notre Grand Sud. Et en 1967, le gouvernement décide un premier coup de semonce, c'est-à-dire en nationalisant le phosphate, le zinc, le plomb, ainsi que différents secteurs des services aussi, c'est-à-dire des banques étrangères, etc. Donc là, on est dans un processus bien réfléchi qui prépare finalement la fameuse date de 1971. En termes de coulisses, on peut parler aussi d'autres personnages, comme Cherif Gellel, mais aussi Messoud Zegar, qui aux États-Unis ont joué un rôle prépondérant. Parce que l'Algérie savait que la nationalisation des hydrocarbures allait entraîner un blocus, voire un embargo français sur la vente du pétrole algérien. Toutefois, il fallait des garanties aux États-Unis pour écouler en fait, la marchandise ou les hydrocarbures, donc gaz et pétrole. Et ça a été le travail effectué par ces hommes-là. Messoud Zegar et Cherif Gellel, qui étaient ambassadeurs d'Algérie en 1963, donc ils présentent ces lettres de créance auprès de l'ancien président américain John Kennedy. Et c'était un proche de la famille des frères Kennedy. Il a su tisser aussi des liens très importants avec son successeur, Lyndon Johnson. Très important à l'époque, bien sûr, de s'affirmer politiquement et bien sûr, c'était aussi les enjeux économiques de l'époque. Bien sûr, tout le monde était à la recherche du pétrole. Bien sûr, c'était cet or tant convoité par le monde entier. En tout cas, c'est très riche, très important de pouvoir parler donc de ces deux dates historiques. On a essayé de le faire aujourd'hui. En tout cas, grâce à vous, Hassan Arab, et vous aussi, Sami Qaidi, on a pu aussi avoir les coulisses et surtout les détails de ces dates historiques. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Voilà, merci. Un dernier mot, rapidement. Peut-être un dernier mot. Je vais un peu m'adresser à la jeunesse dans le sens où vous pouvez être fiers de l'histoire de votre pays pour la simple et bonne raison que l'Algérie a énormément compté, compte énormément et comptera énormément sur l'échiquier mondial. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc journaliste au quotidien Le Moudjahid. Vous avez fait des études de droit à relations internationales et vous êtes spécialisé dans la rubrique nationale économique, c'est ça? Voilà. Merci beaucoup. Merci à Hassan Arab, donc toujours notre collègue donc, de l'émission Les dossiers de la mémoire. Merci beaucoup Hassan et à une prochaine date historique, Inch'Allah. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce spot Covid. On va parler santé à présent.
On ne cessera jamais donc d'informer et surtout donc de donner aussi des conseils à tous ceux qui sont bien sûr obligés d'être en contact avec le monde extérieur, bien sûr, avec cette pandémie mondiale aujourd'hui, une crise sanitaire aussi à laquelle nous devons faire face également. Donc le personnel médical premier aussi en avant à se battre contre cette maladie, ce virus mondial, cette pandémie mondiale. Eh bien aujourd'hui nous allons parler donc de ce personnel médical et la formation qui doit être donc prise très au sérieux pour contrecarrer ce virus. Alors pour ce faire nous avons donc des invités, mais on va commencer par les dames. Madame Karima Rarbo, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Rahali, c'est cela. Exactement. Vous êtes chirurgien dentiste, vous êtes dans le domaine de la santé avec cette pandémie. C'est vrai que c'est très difficile de travailler dans certaines conditions. Vous allez nous parler donc de votre action, surtout sur le terrain. Avec nous, Monsieur Kamel Mazmaza, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes donc directeur de l'Institut national de formation supérieure paramédicale d'Alger. Ouais. Vous êtes là pour nous parler de la formation justement du paramédical. Tous ces médecins, infirmiers, surtout tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé. Alors vous avez fait une rencontre, c'est cela, autour donc du Covid-19 pour rappeler encore une fois l'importance de l'hygiène en milieu hospitalier. Tout à fait. Voilà. Alors je vais vous laisser nous introduire cela. Allez-y. Voilà, on a choisi ce thème-là, c'est par rapport à cette pandémie mondiale qui a touché pratiquement tout le monde. Donc notre sujet était crise sanitaire, coronavirus. Et on a choisi le slogan « Souriez, on se retrouve », puisque ça fait partie de l'hygiène bucco-dentaire, environnementale et hospitalière. Donc le sourire, on va inchallah le retrouver par rapport à ces séminaires et ces journées scientifiques qui vont reprendre. Et nous exigeons un risque zéro, c'est-à-dire en même temps le sourire et exiger le risque zéro. Comment? Bien sûr en respectant les précautions standards. Et surtout se faire vacciner. Ça, c'est le plus important. Donc, si on va accomplir et respecter tout ça, c'est clair qu'on pourra reprendre toutes nos journées scientifiques, séminaires, et quand je viens de le dire. Exactement. Alors, c'est vrai que ce virus est apparu brusquement, comme ça. Les nations du monde entier ont été donc choquées, ils étaient déstabilisés quelque part. Ils ne connaissaient pas trop ce virus. Ils ont dû faire face à cette pandémie. Et bien sûr, c'était très difficile au départ. Tout le monde en avait peur, surtout le personnel médical. Ils étaient restreints de travailler à l'hôpital et à ne pas rentrer chez eux pour éviter de contaminer leur famille. C'était donc dans des conditions très difficiles les premiers temps. Tout à fait. Alors voilà, c'est tout comme je l'ai dit pendant le reportage, c'est les professions ont été touchées. Et ben celle médicale, c'est la plus qui a été particulièrement tout à fait touchée. Et donc qui n'a pas reconnu la compétence, la mobilisation de tout le personnel de la santé, que ce soit médecin, dentiste, paramédical. Voilà. Donc aussi le chirurgien dentiste a été touché brutalement. Et c'est l'activité qui a été arrêtée totalement. Oui. Et c'est ça, c'était le choc, franchement. On ne pouvait pas quand même ni respecter notre activité pour assurer l'urgence du malade. On était là face du coronavirus, un virus qu'on ne connaissait pas. Voilà. Donc comment se prendre avec le malade? Et c'est là où on était un petit peu bloqué. Voilà, on ne savait pas comment se transmettait réellement le virus. C'était très difficile au départ. Donc il y avait ces fameuses combinaisons, ces doubles protections. Et bien sûr, et avec ça, il y a eu donc beaucoup de pertes au niveau donc, du personnel médical. Voilà, c'est pour ça que je quand même une petite pensée à tous les professionnels de la santé, Allah yarhamhum, qui ne sont pas parmi nous. Voilà, donc Allah yarhamhum. Voilà. Et le combat continue avec vous, avec aussi la formation professionnelle, puisque la formation du paramédical a toujours existé, et encore plus peut-être aujourd'hui, avec renforcer aussi les équipes de santé, peut-être, au niveau de la formation? Oui, la formation, c'est vrai, on a été en face de cette pandémie, parce que on a été vraiment mis en difficulté par rapport à la formation. Pourquoi? Parce que nous formons des professionnels. Les professionnels, c'est le terrain. Et le terrain était vraiment... on va dire miné presque. Miné par cette pandémie. Bon, avec les directives du ministère de la Santé, on a essayé de trouver des solutions pour bien former ce produit. Pourquoi? Parce que la qualité de la formation et des soins passe par
la formation. Alors, au niveau de l'Institut d'Alger, on a préparé un centre de simulation pour mettre les étudiants en situation, vraiment professionnelle. Et on a réussi à préparer ce centre de simulation. Et c'est un centre de simulation qui est dans 10 wilayas, on en profitait. C'est-à-dire que ce n'était pas vraiment un centre spécifique pour l'INFSPM d'Alger, mais les étudiants de 10 wilayas, bon, je citerai Ourgla, Biskra, Sétif, Oran, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Mostar. Donc, tous ces étudiants sont passés par ce centre de simulation et on est en train de, peut-être cette année, on va encore partir sur les finalistes. Sur les finalistes, c'est-à-dire c'est la 3e année pour les paramédicaux, 5e année pour les sages-femmes, 2e année pour les amars. Donc, on va passer pour les finalistes. C'est une clinique virtuelle, en fait vraie. Vous avez c'est une clinique virtuelle. Voilà. C'est-à-dire, vraiment, on met l'étudiant dans les mêmes conditions que dans un hôpital ou dans une clinique. Hôpital. Pourquoi? Parce que le principe de la simulation, jamais la première fois sur un malade. Donc, on part sur la simulation pour préparer nos étudiants. Ensuite, on va les envoyer vers les différentes structures sanitaires. Une fois diplôme en main, bien sûr. Voilà, pour éventuellement bien prendre le malade. Alors, la question de l'hygiène hospitalière a toujours été posée au sein de la formation professionnelle. C'est très important pour cet étudiant qui travaillera dans un cadre hospitalier avec d'énormes virus et problèmes aussi liés aux pathologies des patients. Donc, c'est l'hygiène qui est toujours prépondérante. Oui, c'est l'hygiène qui est toujours prépondérante. Et par rapport, je reviendrai toujours vers le centre de simulation. Par rapport au centre de simulation, c'est des scénarios. C'est des scénarios préparés par des professionnels, par des enseignants. Une fois préparé ce scénario, c'est-à-dire on met l'étudiant en face de ses erreurs. C'est là où on corrige. Peut-être dans le scénario préparé par Dr Hali, on a été vraiment... Peut-être vos équipes ont vraiment constaté que, c'est-à-dire à partir des erreurs, on apprend à partir des erreurs. Oui, et bien justement, on va voir le reportage de notre journaliste Samia Bouarour, où vous l'avez rencontrée, vous lui avez tout expliqué sur place. Elle y était, elle a vu comment se déroulait cette campagne de sensibilisation contre le coronavirus. On y va, on se retrouve juste après. Bouchra, étudiante en première année à l'Institut national de formation supérieure paramédicale d'Alger, un institut qui compte 18 spécialités. Elle a choisi de devenir sage-femme. Aujourd'hui, elle participe à cette journée de formation concernant la lutte contre le coronavirus. D'après les statistiques, sur 45 millions d'Algériens, 6 millions seulement ont été vaccinés. Cette journée aujourd'hui de sensibilisation permet de continuer à respecter les gestes barrières et elle permet aussi de sensibiliser les gens à aller se faire vacciner. Plusieurs professionnels de la santé ont pris part à cette rencontre. Médecins, dentistes, épidémiologistes, étudiants et professeurs des différentes filières qui ont d'ailleurs rencontré des difficultés pendant cette pandémie, surtout que la pratique est la partie la plus importante dans la formation. Nous avons trouvé beaucoup de difficultés de placer nos étudiants au niveau du terrain. Quelquefois, c'est par mesure de sécurité. Quelquefois, c'est les gens des terrains de stage qui n'acceptent pas parce qu'ils sont dépassés. Pas dépassés, mais c'est des terrains qui sont atteints de Covid. Une solution innovante a été rapidement adoptée au niveau de l'Institut. Cette salle de simulation audiovisuelle est dotée des équipements de pointe pour former les étudiants des différentes régions. C'est la deuxième salle au niveau national après celle de la faculté de médecine d'Alger. Nous, c'est une formation professionnelle. Nous sommes là pour former des professionnels. Alors, on a pensé avec nos amis d'ASMA, on a réalisé cette salle. Actuellement, on travaille, c'est-à-dire on loue le mannequin, parce que le mannequin, c'est un mannequin très cher, c'est un mannequin haute fidélité qui permet à l'étudiant d'être dans les mêmes conditions qu'avec le malade.
Je suis une étudiante sage-femme première année. Cette simulation nous aide beaucoup à apprendre ce qu'il faut faire au niveau de l'hôpital. Tous les professionnels du secteur de la santé insistent toujours sur le rôle de la prévention et de la vaccination pour revenir à une vie normale. À leur tête, les médecins épidémiologistes. Généralement, les gens, ils attendent là où il y a une recrudescence des cas de contamination par la Covid-19 pour se faire vacciner, pour venir à la vaccination. Alors que dans ce moment-là, c'est une grave erreur parce que dans ce moment-là, donc, il y a une diminution de l'immunité des personnes. Donc, ils risquent d'être contaminés ou bien des porteurs sains. Donc, quand ils vont recevoir le vaccin, donc, leur immunité elle est déjà diminuée. Ils risquent de faire des formes graves de la maladie. Donc, le moment opportun et meilleur pour se faire vacciner, c'est pendant la diminution du nombre de cas de contamination, c'est-à-dire c'est en dehors des vagues. Souriez, on va se retrouver. Nous exigeons un risque zéro et le slogan choisi pour cette journée de sensibilisation. Voilà, et on ne badine pas avec la santé. Vous avez pu voir, tous les moyens sont mis en œuvre pour justement former ce personnel médical avant, bien sûr, qu'il soit exposé dans les conditions réelles, bien sûr, dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les centres de santé. Alors, c'est vrai qu'on a pu voir à travers donc, ce reportage, ce centre et surtout cette clinique virtuelle. Vous nous parliez même d'un mannequin assez extraordinaire qu'on peut piquer, qu'on peut justement faire donc, tous les gestes médicaux tout en étant bien sûr sécurisé. Voilà, c'est important, surtout que ce centre aussi regroupe plusieurs étudiants de tout le territoire national et même au-delà des étrangers qui viennent faire leurs études chez nous. Oui, on a des étrangers, on a des Yéménites, on a des Mauritaniens au niveau de l'Institut. Bon, c'est un institut, pour vous dire, qui tourne avec 2907 étudiants. C'est 10 annexes. C'est de Boumerdès jusqu'à Douira. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. C'est 3000 étudiants sur... Et bien sûr, avec les formateurs qui doivent être présents, des médecins, donc des chirurgiens dentistes qui vont devoir former ces jeunes, cette relève aussi, donc du paramédical. Tout à fait. Oui. Personnellement, je suis médecin dentiste en chef et j'enseigne les premières années sage-femme, l'hygiène hospitalière. Donc, ça englobe tout. Qui dit hygiène, on ne parle pas de propreté, c'est l'hygiène au niveau, c'est par rapport aux précautions qu'on doit prendre. Et par rapport justement, l'exemple est là, quotidien, c'est-à-dire la pandémie mondiale du coronavirus. Donc c'est par rapport à ça, les élèves ont été très motivés par rapport à cette hygiène pour qu'ils rentrent dans leur domaine professionnel. Une fois qu'ils seront sur le terrain, ils vont reconnaître que ce module était très important pour eux. On a vu, tout à fait. On a vu les deux étudiantes qui vous ont aussi très impressionné aussi. Tout à fait. Oui, tout à formidable. fait. Elles étaient vraiment au top, sincèrement. Elles sont très motivées, très mobilisées pour ces journées de sensibilisation. Ces journées de sensibilisation par rapport surtout aux précautions et à la vaccination. C'est-à-dire elles sont là pour motiver et c'était ça notre objectif de la journée, pour sensibiliser et le professionnel de la santé et leur entourage. Voilà, c'est important. Voilà, pour faire passer le message. Donc j'insiste, est-ce qu'il y ait davantage des journées comme ça, pareil, pour pouvoir faire passer le message et les gens seront quand même assez vigilants, comme nous, par exemple, notre activité, c'est la plus touchée. Et le chirurgien dentiste peut se retrouver en face d'un malade qui est asymptomatique, c'est-à-dire potentiellement porteur du virus, et on ne peut pas le savoir. Exactement. Et donc, on motive les gens et la population à déclarer déjà, quand elle se présente chez le médecin dentiste, à déclarer sa maladie, si elle est atteinte. Elle ne le cache pas. Donc, respecter les précautions, lui dire, être franche et lui dire qu'elle est atteinte du coronavirus, là, c'est déjà 50% de la protection du praticien. Et surtout, de se faire vacciner avant d'aller voir n'importe quel praticien. Parce que ça fait partie quand même du traitement du virus. Voilà, et toutes sortes aussi de maladies ou de virus qui peuvent être contagieuses pour le patient et pour le personnel médical. Les infections nosocomiales, on en a toujours entendu parler au niveau des hôpitaux. Et bien sûr, avec ce virus aujourd'hui qui est très présent partout et qu'il faut vivre aujourd'hui, on devra vivre avec, faire attention. En tout cas, merci à vous d'être venus sur notre plateau. Peut-être un dernier mot pour annoncer d'autres rencontres. Bon, je dirais que
l'établissement tourne avec 18 spécialités. Oui. Bon, on en a Rapidement. des spécialités nouvelles comme les audioprothésistes pour l'année prochaine. On a encore l'encadrement, c'est des hôpitaux universitaires. Beaucoup de professeurs exercent au niveau de l'établissement. Donc même la qualité de la formation, je dirais, est là. Très bien, merci beaucoup Monsieur Kamel Mazmaza, vous êtes directeur de l'Institut national de formation supérieure paramédicale d'Alger. Bon courage à vous. Et puis Madame aussi, Karima Rarbo Rahali. Oui, un dernier mot, allez-y. Merci, donc je remercie toujours Canal Algérie de veiller sur ces journées de sensibilisation et d'accepter notre, bien sûr, thème. Voilà, et je dédie cette journée à ma mère. Je lui dis, voilà, et à notre rencontre, Inch'Allah. En tout cas, bon courage à vous. Bon courage encore une fois à tout le personnel donc, de la santé. Et puis, je sais que c'est très difficile de continuer le combat et de travailler. Rapidement, on n'a plus le temps. Bon, moi, je dédie cette journée à notre ami Mgrous. C'est un responsable de l'annexe de Intaya qui est décidé suite au Covid. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre et apprécier ces rythmes. Nous allons parler des artistes maintenant. Tout de suite, c'est Bilal Bouchnine. On se retrouve juste après. Aux artistes, en tout cas, ça faisait partie d'un artiste qu'on avait vraiment apprécié. C'est un artiste qui est donc dans l'instrumental et pourquoi pas, lui aussi, à travers cette belle initiative dont nous allons parler va pouvoir être visible sur le net et faire du business, comme on le dit. Avec nous, donc, Salah Romini, bonjour, bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Vous êtes donc directeur du département musique et spectacle vivant au niveau de l'agence algérienne pour le rayonnement culturel. Exactement. Et j'ai fait une entorse, j'aurais dû commencer par les dames. Voilà. Bonjour, Wahiba Hanum. Comment ça va? Ça va. Très bien, madame. Vous êtes donc manager Air Programme au niveau du British Council. On a l'habitude de vous retrouver toujours quand il s'agit de culture. Toujours. De toute façon, vous êtes sur plusieurs domaines, mais donc la culture à tout. Alors, c'est une belle initiative qui a réuni les deux bords, donc pour la réussite et surtout pour l'épanouissement de nos artistes algériens. Vous avez intitulé cette belle rencontre Artistes Entrepreneur Day. Entrepreneur Day, c'est ça. En fait, c'est l'initiative du British Council qui a sollicité le partenariat de l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. Bon, c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. Sur d'autres projets, bien sûr. Voilà, exactement.
Et donc le projet existait déjà. Il y a eu Artist Entrepreneur Day, d'autres villes, Manchester, il y a eu Londres, il y a eu... Donc pour expliquer, alors le Artist Entrepreneur Day, c'est un programme qui est déjà très bien établi au Royaume-Uni. Donc initié par deux entités. Complete Update Music, qui est une entreprise, une agence média qui est spécialisée dans la musique, dans l'industrie musicale mondiale. Et puis The Featured Artist Coalition, qui est une sorte d'association qui réunit les musiciens indépendants. Donc ces deux entités ont créé ce programme qui est établi depuis quelques années. Et l'objectif, c'est vraiment éduquer, informer, renseigner et accompagner les musiciens, que ce soit des carrières ou même plus loin qu'au début de leur carrière, en termes justement de mécanismes, comment ça travaille, que ce soit sur le digital. Donc c'était notre choix de nous focaliser là-dessus cette fois-ci avec l'ARC. Et donc voilà, donc c'est vraiment un service qui existe déjà et qui est vraiment... contribue à l'épanouissement justement de la scène indépendante au Royaume-Uni. Et donc, pourquoi pas, et justement, et on sait bien qu'il y a énormément d'efforts qui sont consentis par le ministère de la Culture et d'autres institutions culturelles, ainsi que des indépendants, justement pour encourager l'entrepreneuriat culturel. Et la musique, en fait, c'est la forme d'art qui draine le plus de capital. Donc à travers le monde. Et why not? Donc pourquoi pas nos artistes algériens qui déjà sont présents sur cette toile, ils arrivent à faire une carrière et quand il y a un nouvel album, un nouveau single, ils sont les premiers à le mettre en ligne. En fait, la crise n'avait pas que de mauvais côtés, il y a eu de bons côtés. Parmi eux, nos artistes algériens se sont retournés, en fait, ils se sont retrouvés dans les réseaux sociaux, dans voilà, sur le web. Il y a eu même des initiatives de sortie d'albums sur le web. Il y a eu des artistes qui se sont fait connaître via les réseaux. Ça nous a permis, nous, en tant que programmateurs, de programmer, de connaître de nouveaux artistes. Et ça ouvre un champ très large. On ne vous cache pas, l'Algérie, c'est un continent. Exact. Donc nous qui sommes ici sur Alger, on ne pourra pas connaître les 58 wilayas, les artistes des 58 wilayas. Alors le web nous a permis de faire ça, a permis à des jeunes artistes, à de jeunes artistes de se faire connaître. Voilà. Et c'est le but de ces deux sessions de formation, c'est donner l'opportunité à ces jeunes talents, à ces artistes de sortir de chez eux. Sortir de l'ombre, sortir de chez eux, être plus visible, bien sûr, national, mais même à l'international. Alors ça va s'articuler comment cette journée? Donc ça sera ce samedi, bien sûr, à partir de 16h. Non, pas du tout. Alors, j'avais lu 16h. Attention, on fait non. Donc ça va se passer sur la plateforme Zoom. Donc les liens pour s'enregistrer sont disponibles sur nos sites web, que ce soit de l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel ou du British Council. Alors c'est gratuit, donc, et bien sûr, et c'est ouvert à tous les artistes qui s'intéressent vraiment ou qui ont l'ambition de justement gagner leur vie, un temps soit peu, à travers les amateurs, etc. Donc tout le monde vraiment est concerné et voilà, donc on peut vraiment s'inscrire, on encourage vraiment, mais à travers le territoire, c'est l'avantage justement du digital. Donc beaucoup disent que oui, effectivement, c'est le digital, le présentiel. Le digital, il a énormément d'avantages. Donc cette capacité à accéder à toutes les villes. Aussi, donc c'est une forme de formation. Et en fait, Chris Cook, c'est le leader de Complete Music Update et qui va modérer cette rencontre. Il va aussi poser des questions à des artistes anglais comme des artistes algériens qui vont nous rejoindre dans les deux sessions. Et qu'on a study cases, c'est-à-dire à travers un cas, on pose des questions, on va apprendre à gérer la situation. Donc voilà, c'est très intéressant. Et puis voilà, pourquoi ne pas être ambitieux? Beaucoup d'artistes dans d'autres pays se sont fait connaître justement parce qu'ils sont présents sur les plateformes, grâce au streaming, grâce aux plateformes, grâce à YouTube, etc. Bon, on ne va pas les citer tous, les plateformes musicales. Donc, et puis l'Algérie, justement, a moins de visibilité parce qu'on n'est pas assez présent. Donc voilà, on veut
on veut se faire une place sur la scène internationale, justement sur le Tiche. C'est formidable. Ça sera à quelle heure Ça finalement? sera à 14h. D'accord. On fera une pause entre la session et la deuxième session. Donc, Des sessions d'1h30. Très bien. Voilà, ça commence à 14h, donc on s'arrête à 16h30 pour la première. Deuxième session reprendra à 16h à 17h30. On est chez soi un samedi après-midi, donc voilà, on se met sur son téléphone, sur la plateforme Zoom, et voilà, Exactement. on assiste. Alors, ces artistes vont pouvoir aussi montrer ce qu'ils savent faire et pouvoir avoir donc les fans qui seront toujours derrière, qui ont toujours été donc Voilà, derrière. Et chose très importante aussi, protéger leur production. Donc, protéger leurs droits. En fait, les sessions vont tourner aussi autour, déjà, comment se faire connaître et avoir une fanbase, une base de fans, se faire connaître pour le grand public. Et aussi, on va parler des droits d'auteur, comment l'artiste peut percevoir ses droits s'il poste une chanson, une composition, un album. Et voilà, c'est très important pour nos artistes parce que l'artiste ne vit pas que de spectacles, donc il y a les droits aussi. Il y a les droits d'auteur. Comme là, beaucoup d'artistes Voilà. ont malheureusement été obligés donc, de rester chez eux parce qu'il y avait cette pandémie, pas la possibilité donc, de se produire sur scène. C'était très difficile pour les artistes, cette pandémie. Enfin, on a eu l'expérience, bon, je parle de nous, l'Agence algérienne pour le mouvement culturel, on était parmi les premiers en Algérie à faire ça. Pendant le Ramadan 2020, Les concerts virtuels. Voilà, exactement, un concert virtuel. On avait commencé ça avec Hind Boukella, qui nous a fait un spectacle de chez elle. Oui. Et on a vu que ça a drainé du public sur notre page. Personnellement, on a vu un bond sur le nombre d'abonnés sur notre page. Ça a créé un engouement et ça a permis à des artistes quand même qui n'avaient plus de travail de percevoir un petit cachet qui les a beaucoup aidés. Voilà, et en plus, au public, on a offert des spectacles. C'est vrai qu'on n'a pas l'esprit d'un spectacle vivant, mais quand même, en fait, c'était un peu l'idée que l'artiste rentre chez vous. Voilà. C'est ça. C'est ce qui a été fait durant cette pandémie. Beaucoup d'artistes se sont mobilisés, chacun de son côté. Ils ont fait des concerts virtuels extraordinaires qui ont beaucoup plu à leurs fans, beaucoup plu à leurs fans. Ça rentre dans les mœurs, hein. En fait, les spectacles vivants maintenant, ils sont retransmis en live. On l'a vu aussi à l'étranger, beaucoup ont fait des concerts. Ce qu'on voit, c'est que même le théâtre s'est converti justement au streaming, même le théâtre. Et on a, par exemple, en Angleterre, la crise, on va dire, économique a touché le secteur culturel et artistique et le monde du spectacle vivant, mais vraiment en premier. Voilà. Mais il y a justement il y a des mécanismes qui se sont installés comme une sorte, sur la base d'un instinct de survie aussi, parce que déjà, il y a l'audience, on consomme toujours l'art et la culture, on ne peut pas vivre sans. Alors, quand on soit peu, pendant la période du Covid et du confinement, c'est carrément... ça a été une substitution, en fait. On parlait plus de présentiel, mais on parlait plus de virtuel pratiquement, mais ça a donné en tout cas... Donc, et le monde de l'édition de musique a changé. D'accord, donc l'édition, elle est devenue digitale. On peut être édité seulement en ligne. Ça ne veut pas dire que notre musique ne va pas être vendue en CD, si on veut le CD. C'est ce que je veux dire. Donc il faut justement connaître ces mécanismes. Donc la première des choses, c'est s'assurer et se garantir à soi-même ses droits d'auteur. Après, le mécanisme d'audience et la fanbase, c'est ce qui va permettre d'intégrer et ça qui va vous permettre justement davantage. Il faut dire quelque chose aussi, qu'un artiste en Angleterre ou un artiste en Algérie pourrait justement être confronté aux mêmes problématiques. C'est-à-dire que le streaming wahdo ne suffit pas, le spectacle ne suffit pas. L'ensemble de tout qui fait qu'un artiste indépendant se vend dignement, etc. Donc voilà. On a eu des exemples, hein. Il y a eu des exemples ici en Algérie, des sorties en ligne. Il y a des artistes qui sont sur les plateformes ça fait du
ça fait... est à la page. Très présent et aujourd'hui, heureusement, nos artistes partagent aussi leur travail et surtout tout ce qui est leur passion en fait pour la musique. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir de fans. Et le web a créé aussi l'opportunité aux artistes de faire des duos un peu improbables. Un artiste qui il n'aurait jamais eu en tête de partager la scène avec un artiste à l'étranger et il a l'occasion. Voilà. Sur le web. Eh bien, artistes, ceux qui nous regardent ce matin, vous savez tout. Le rendez-vous est pris à partir de samedi à partir de 14h, n'est-ce pas, sur Zoom. Vous aurez la possibilité, bien sûr, d'être en contact avec un formateur international et surtout pour mieux comprendre les mécanismes qui vous permettront d'être un bon manager dans le domaine de la musique. Merci beaucoup à vous deux. Je rappelle donc Wahiba Hanem, manager art programme British Council. Vous allez nous expliquer toute cette belle initiative et Salah Remini, directeur du département musique et spectacle vivant au niveau de l'agence algérienne pour le rayonnement culturel. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous pour cette belle initiative Artist Entrepreneur Day. Merci beaucoup et à bientôt. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée et puis on se donne rendez-vous dès demain à partir de 9h du matin avec Noul Houda Bouzegao. Au revoir et merci à toute l'équipe de la Régie 7. Au revoir.